Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 4 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur des finances, de l'intérieur et de l'énergie étaient à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui s'est tenue ce mercredi donc par visioconférence. Le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale consacrée à l'évaluation de ce qui a été exécuté durant l'année écoulée et déterminer les défis qu'il appartient à l'ANP de relever à court et à moyen terme. Sabri Bourgadoum, le ministre des Affaires étrangères, en visite en Afrique du Sud et au royaume du Lesotho. L'objectif, raffermir les liens de coopération avec ces deux pays et faire converger les points de vue sur les questions régionales. Et puis réunion aujourd'hui de la 40e Assemblée générale de l'Union des radios et télévisions arabes avec la participation du directeur général de l'EPTV Ahmed Ben Sabban et des représentants de la radio nationale et de la TDA. Le dossier de ce 19h est consacré à la prise en charge des enfants atteints d'autisme ou ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Les parents lancent un cri de détresse à l'adresse du gouvernement pour la mise en place urgente du plan national pour la prise en charge de l'autisme. Pour en parler, je reçois ce soir le professeur Chakali Mohamed, sous-directeur de la promotion de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi donc une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné les 4 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge des finances, de l'intérieur ainsi que de l'énergie. 3 communications ont été également présentées respectivement par le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie ainsi que celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Pour aller dans le détail de ces points qui ont été abordés, d'abord le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre des Finances relatif au projet de décret présidentiel modifiant et complétant le décret présidentiel numéro 20-237 du 31 août 2020. Ce décret fixe les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. Deuxièmement, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'agrément des bureaux d'études en matière d'aménagement du territoire. Le gouvernement avait aussi entendu un exposé présenté par le ministre de l'Énergie. Ce dernier est relatif à 2 projets de décret exécutif. Le premier définissant la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfié, et puis fixant aussi les conditions et les modalités d'octroi de compensation pour suggestion décidée par l'État pour des prix du gaz naturel et des produits pétroliers. Le gouvernement a entendu également une communication présentée par le ministre des Finances sur la numérisation de son secteur. Et puis le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre de l'Énergie relative au transfert du dossier de réalisation du projet de la nouvelle ville de Hassim Saoud au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Et puis enfin, le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Elle est relative aux démarches engagées par le secteur pour l'acquisition du vaccin anti-Covid-19. Pour revenir sur les détails de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimar. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الصادر سنة 2020 والذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. يهدف المشروع أساساً إلى استحداث تدابير جديدة تسهل إجراءات الحصول على اللقاح ضد جائحة كورونا في ظل الطلب العالمي الملح والمنافسة الدولية الكبيرة للتزود بهذا اللقاح.
لأجل هذا يقترح المشروع تعديل المادة 7 من المرسوم الرئاسي قصد تمكين المصلحة المتعاقدة وبصفة استثنائية من تفادي تقديم كفالة استرداد التسبيقات المشترطة من المتعاقد في الظروف العادية. ومن شأن هذا التعديل التكيف مع إجراءات الدفع والتمويل المعتمدة دوليا تفادي لأي تعطيل في الحصول على اللقاح ضد وباء كورونا في الوقت المناسب. إضافة إلى اللقاح الروسي من المنتظر أن تستلم الجزائر شحنة أخرى من اللقاح تصل من جمهورية الصين الشعبية قبل نهاية شهر جانفي الحالي. أما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فقد استعرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات في مجال التهيئة العمرانية. يلح النص على متابعة النشاط وفق دفتر شروط وترخيص مسبق من وزارة الداخلية نظرا لأهميته بالنسبة للنظام والأمن العموميين، الصحة العمومية، حماية البيئة إلى آخره. من جهته قدم وزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين. يحدد الأول التعويضات الخاصة بكل من عمليات تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة، فيما يحدد مشروع المرسوم الثاني شروط وكيفيات منح تعويضات عن التبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز والمنتجات النفطية. تعتمد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة على سعر التكلفة الاقتصادية، ولحساب هذه التكلفة الاقتصادية يتعين على المستغلين موافاة سلطة ضبط المحروقات بمعطيات 3 تتعلق بكمية غاز التموين وتكاليف الاستثمار وأعباء الاستغلال. أما بالنسبة لشروط وكيفيات منح تعويضات عن التبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز والمنتجات النفطية فهي بحاجة إلى التحديث كونها لا تغطي التكاليف والأعباء الحقيقية التي تتحملها مؤسسات قطاع المحروقات. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار السارية حاليا تنعكس سلبا على التوازن المالي للمؤسسات المعنية. خلال ذات الاجتماع قدم وزير المالية عرضا حول عملية رقمنة قطاعات الجمارك والضرائب والأملاك العمومية، فاعتماد الرقمنة في قطاع الجمارك وقطاع الضرائب والأملاك العمومية من شأنه إضفاء الشفافية والنزاهة اللازمتين على النشاطات الخاصة بهذه القطاعات، وكذا أخلقت الممارسات الإدارية والاقتصادية ذات الصلة. تعقيبا على هذا العرض أشار الوزير الأول إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمتعاملين المحليين عند إبرام عقود الخدمات تقديرا للأمن الرقمي والاستغلال الأوسع للقدرات والكفاءات الوطنية. كما ألح الوزير الأول على التنسيق بين مختلف القطاعات في تفعيل الانتقال الرقمي الذي يمثل العمود الفقري لبرنامج رئيس الجمهورية. أخيرا تطرق وزير الطاقة في عرضه إلى موضوع تحويل ملف إنجاز مشروع المدينة الجديدة بحاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والمدينة. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale. La réunion a été consacrée à l'évaluation de ce qui a été exécuté durant l'année écoulée et déterminer aussi les défis qu'il appartient à l'ANP de relever à court et à moyen terme. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère, les commandants de force, les chefs de département, les contrôleurs, plutôt le contrôleur général de l'armée, les directeurs et chefs de services centraux du MDN et de l'état-major de l'ANP. Nakhla Al-Arbi.
En cette occasion, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation lors de laquelle il a renouvelé ses vœux pour l'avènement du Nouvel An 2021 et du Nouvel An Amazigh de 1971 et a souligné l'intérêt extrême qu'il porte depuis son accession à la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'élaboration d'une feuille de route aux repères bien définis. Il me plaît de prime abord de vous renouveler mes vœux et sincères félicitations à l'occasion de l'événement du Nouvel An 2021 et du Nouvel An Amazigh de 1971. Vous souhaitant ainsi qu'à vos familles et proches plein de santé et de prospérité, de vous transmettre les chaleureuses salutations et l'estime de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale pour l'ensemble des efforts consentis par l'armée nationale populaire dans l'objectif de réunir les conditions de sécurité et de quiétude sur l'ensemble du territoire national. J'ai veillé scrupuleusement depuis que j'ai été investi de la confiance de Monsieur le Président de la République pour occuper les fonctions de chef d'état-major de l'armée nationale populaire au début de l'année passée, à tracer une feuille de route claire. J'ai œuvré à en ancrer les repères dans les esprits des responsables et commandants d'unités lors des différentes visites sur le terrain que j'ai effectuées aux différents commandements de forces et des régions militaires, ainsi que durant les réunions avec les différents échelons de commandement. Cette vision globale qu'il appartient à tout un chacun de se conformer à son esprit, d'en assimiler les idées et de s'engager entièrement à ses objectifs afin de réaliser tous nos espoirs et attentes légitimes pour la construction d'une armée forte, moderne et développée qui sera à la hauteur de la réputation de l'Algérie nouvelle, capable de relever tous les défis et remporter les enjeux du XXIe siècle, une armée fière de son passé qui marche avec constance vers un avenir prometteur. Il me plaît également d'exprimer mon souci à tenir cette rencontre qui me réunit avec vous en tant que cadre et responsable en service au niveau des commandements de force et des différentes structures et organes centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire afin d'effectuer une évaluation objective de ce qui a été exécuté durant l'année écoulée et déterminer les défis qu'il nous appartient de relever à moyen et court terme. Le général de corps d'armée a affirmé que les défis rencontrés nous appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de l'Algérie et qu'il est convaincu que l'armée nationale populaire, au regard de sa longue expérience, est capable de préserver le legs et d'être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investie en elle. En effet, ce sont d'énormes et dangereux défis qui requièrent que nous nous hissions à la hauteur de la grandeur de l'Algérie. Notre pays a été destiné dans le temps et est destiné encore à faire face aux défis et les relever, quels qu'en soient les sacrifices. Je suis convaincu que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui a acquis des expériences durant son combat acharné contre le terrorisme barbare, des durs enseignements et de son adaptation positive aux évolutions scientifiques et technologiques, est capable de préserver le legs et d'être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investie en elle. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a effectué ce mercredi une visite de travail au royaume du Lesotho. Au cours de cette visite, Bourgadoum a été reçu en audience par le Premier ministre Moeksi Majoro et s'est entretenu également avec son homologue Matsepo Ramakao, ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales. Les entretiens ont porté sur l'évaluation de l'état des relations bilatérales entre les deux pays et l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération multisectorielle. S'agissant du conflit au Sahara occidental, les deux parties ont souligné l'impératif pour l'Union africaine et les Nations unies d'œuvrer de concert pour le lancement d'un véritable processus politique à même de permettre le parachèvement du processus de décolonisation de ce territoire non autonome. Alger et Pretoria renouvellent leurs liens historiques et leurs engagements régionaux et internationaux à l'issue d'une visite de travail de 2 jours en Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum et les dirigeants sud-africains se sont engagés à fixer de nouvelles perspectives communes ayant trait entre autres à l'économie, la politique et le commerce, ainsi qu'à d'autres questions continentales avec une convergence de vues sur les questions de paix. Karim Haïfa.
Convergence des points de vue et raffermissement des relations bilatérales, c'est ce qui ressort globalement de cette visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Sabri Bokadoum a été reçu tout d'abord par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bokadoum qui a mis à profit cette audience pour transmettre à son hôte les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune et lui faire part de son engagement à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a rencontré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, une rencontre à l'issue de laquelle les deux ministres se sont déclarés satisfaits de la qualité de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. On atteste les 33 accords bilatéraux et mémorandums d'accord couvrant un large éventail de domaines tels que le commerce, la diplomatie, la défense ou encore l'industrie. Une rencontre qui a été également l'occasion d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et au développement en Afrique. Je salue le leadership éclairé de l'Afrique du Sud à la tête de l'Union africaine et ses efforts inlassables pour la promotion des initiatives de paix et de développement à l'échelle continentale. Je félicite également l'Afrique du Sud pour sa précieuse contribution durant son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au service de la paix et de la stabilité et des causes justes en Afrique et dans le monde. Je suis globalement satisfaite de la qualité et de la profondeur de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui continue de faire preuve d'un dynamisme croissant grâce entre autres à la commission binationale en tant que mécanisme bilatéral structuré pour coordonner et forger une coopération bilatérale et un partenariat entre les deux pays. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs discuté des derniers développements en Libye et passé en revue le processus politique mené par l'ONU, soulignant l'impératif pour l'Union africaine d'accroître son implication pour garantir un processus politique dirigé par les Libyens qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties se sont déclarées très préoccupées par l'escalade des tensions militaires dans les territoires occupés et ont réaffirmé à cet égard leur position qui consiste à parvenir à une solution politique juste qui assurera l'autodétermination du peuple sahraoui par le biais de la tenue d'un référendum libre et équitable. Bokadoum et Pandor ont à ce titre exprimé leur plein appui à la nomination immédiate par le secrétaire général des Nations Unies de son envoyé personnel pour le Sahara occidental, un poste vacant depuis mai 2019. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a affirmé ce mercredi que le projet de loi organique relatif aux élections serait cristallisé dans un nouveau mode qui bannirait la corruption et la fraude. Il était l'invité du forum du quotidien Al-Hiwar. Je vous invite à l'écouter. Dans le nouveau régime électoral, la corruption n'aura aucune chance de passer. L'ashkara, comme on dit populairement, ne servira à rien pour son possesseur, que ce soit pour les corrupteurs ou pour les corruptibles. Dorénavant, les deux sont perdants et l'opération est peine perdue pour eux. Les critères de candidature seront également rigoureux. Le champ ne sera pas ouvert à quiconque. Il y a des critères que le président de la République a évoqués, disant notamment que la moralité est une condition incontournable. Une personne caractérisée par la perversion et la corruption est exclue. La moralité est une condition لنا فهمت اش انا واحد مشبوه فيه في الفساد ومشبوه فيه كذا كل شيء ما Réunion aujourd'hui de la 40e Assemblée générale de l'Union des radios et télévisions arabes avec la participation du directeur général de l'EPTV Ahmed Ben Sabban et des représentants de la radio nationale et de la TDA. L'Assemblée générale s'est tenue par visioconférence. Les participants ont d'abord souligné le rôle important joué par notre pays, par l'Algérie, dans la promotion des médias arabes, dans l'échange d'informations et de programmes, dans le contexte particulier de la pandémie. À cette occasion, l'Algérie, représentée par le directeur général de la télévision publique, Ahmed Ben Sabban, a marqué son retour dans le comité exécutif des affaires urgentes. Les membres ont également souligné leur satisfaction de voir le projet du centre d'échange d'informations et de programmes de Bouchaoui en voie de finalisation au fil du temps. Yamina Saïchi.
La 40e session ordinaire de l'Assemblée générale s'est tenue via vidéoconférence en raison de la pandémie de la Covid-19. À cette occasion, les partenaires ont rappelé le rôle et la responsabilité des médias dans la sensibilisation quant à la pandémie de la Covid-19, ainsi que dans le divertissement, la diversité des programmes et les formations entre les télévisions arabes, que ce soit en termes d'information ou de programmation. À ce titre, tous les intervenants ont souligné le rôle central de l'Algérie dans le renforcement des plateformes d'échange d'informations entre les membres de l'Union. Effectivement, l'Algérie, à travers ses télévisions et radios publiques, s'est distinguée dans l'accompagnement des citoyens lors de cette pandémie, en diffusant divers programmes de sensibilisation. L'ASBU a d'ailleurs salué le travail de formation effectué à notre niveau auprès de nos personnels. La télévision algérienne est présente et saisit toutes les opportunités qui nous permettent d'offrir les meilleures formations pour tous les employés de la télévision publique, que ce soit sur le plan journalistique et technique. Ce qui a caractérisé cette session, c'est le retour de l'Algérie dans le bureau exécutif des affaires d'urgence de l'ASBU. Tous les participants, que ce soit les membres permanents ou les collaborateurs des organisations internationales des médias, ont exprimé leur satisfaction pour le travail effectué et salué les efforts de l'Algérie pour la réalisation du projet du centre d'échange arabo-africain qui sera prêt le mois d'avril prochain. Ce centre représente un acquis pour nous en tant que groupe médiatique. C'est le rêve qui se réalise enfin. Nous remarquons que les échanges en matière d'information et de programmes sont de plus en plus importants, atteignant jusqu'à 66%, et ce, malgré la situation difficile. Parmi les points abordés lors de cette session, les droits de diffusion des compétitions sportives des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Nous négocions avec les groupes médiatiques qui détiennent les droits de diffusion, mais nous négocions en tant que force médiatique, ce qui impactera positivement la télédiffusion sportive dans les différents pays représentés dans l'ASBU. Cette 40e session s'est conclue dans l'espoir que la prochaine se tiendra en Arabie Saoudite. Le bilan des opérations de l'armée nationale populaire, dont la lutte antiterroriste et la lutte contre le crime organisé, multiforme, on en parle ce soir, avec les unités et les détachements de l'ANP qui ont exécuté durant la période du 6 au 12 janvier de multiples opérations. On y revient en détail avec Amélie Mellal. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts qualitatifs des forces de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, le terroriste dénommé Mahraja Hamma, dit Abu Talha, s'est rendu aux autorités militaires à Borj Badji Mokhtar, en 6e région militaire. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions et 39 balles. Dans le même contexte, les services de la gendarmerie nationale ont saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs de munitions lors d'une patrouille à Ain Aminas. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité 29 narcotrafiquants et saisis lors d'opérations distinctes de grandes quantités de kif traités s'élevant à 14 quintaux et 55,857 kg ayant été introduites à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté dans 2 opérations distinctes à Béchar 6 quintaux et 0,8 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement a saisi à Tindouf 4 quintaux et 77 kg de la même substance. De même, 3 autres narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen, où une autre quantité de kif traité s'élevant à 188,7 kg a été saisie. Dans le même sillage des détachements de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont appréhendé 26 narcotrafiquants et saisi 189,987 kg de kif traité, 200 g de cocaïne et 135 909 comprimés psychotropes lors de diverses opérations menées à Ouergla, In Amenas, El Oued, Blida, Oran, Mostranum, Constantine, Naamat, Bessa et Tipaza.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingzam, Borjbaji Mokhtar et Elizi 124 individus et saisi 29 véhicules, 79 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux, 129 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 5,326 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 4 autres individus ont été arrêtés et 8 fusils de chasse, 3 kg de poudre noire, 370 cartouches, 29 137 paquets de tabac, 15 834 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Al-Oued, Rabdaya, Biskra, Tebessa, Djidjel, El Bouaqi et Khanchla. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 49 746 litres ont été déjoués à Tbessa, Souqahras, Taraf, Borjbaji Mokhtar et Janet. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 12 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, alors que 60 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Elizi, Tlemcen, Al-Oued, Tbessa, Taraf et Béchar. L'armée nationale populaire qui poursuit également dans les opérations de vaccination contre la grippe saisonnière, lancée il y a plusieurs semaines, une opération accompagnée aussi par des tests de dépistage de la Covid-19. L'opération est menée dans plusieurs régions enclavées à travers les différentes régions militaires. Exemple à Djbel Mechtet, Ouled Djebloun, Mechtet Belgrari et Mechtet Nkaka dans la commune de Ain el-Abid, wilaya de Constantine. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition pour accomplir cette opération. On arrive au dossier de cette édition. Il concerne la prise en charge des enfants atteints d'autisme ou ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. En Algérie, cette catégorie d'enfants et leurs parents font face à d'énormes difficultés concernant la scolarisation et le plus jeune âge, le suivi également, car il faut savoir, dans notre pays manque cruellement de personnel qualifié capable de prendre en charge des enfants autistes dans des structures adaptées. Les parents aujourd'hui lancent un cri de détresse à l'adresse du gouvernement pour la mise en place urgente du plan national pour la prise en charge de l'autisme. On en parlera dans un instant avec notre invité, le professeur Chekali Mohamed, sous-directeur chargé de la promotion, chargé de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Mais avant cela, je vous invite d'abord à regarder ce reportage réalisé par notre consoeur Nesrine Ben Saïdi. Selon une étude établie par l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 150 est atteint du trouble du spectre autistique, pathologie qui demeure néanmoins méconnue en Algérie. Les enfants autistes et leurs parents se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Les établissements, quand ils savent, c'est-à-dire quand on annonce l'autisme de notre enfant, ferment automatiquement les portes. On nous a poussé à sortir parce que c'est toujours en milieu d'année, c'est toujours en milieu d'année, donc jusqu'à ce qu'on le sorte, parce qu'il a été un petit peu maltraité, sans qu'on sache par qui. Donc on était obligé, on n'allait pas le laisser là. On l'a sorti, on a cherché une autre école, on a frappé aux portes, toutes les écoles refusent, parce que là, on ne voulait plus mentir pour ne plus retomber dans le même problème. Pareil, toutes les écoles ferment leurs portes, malgré les bulletins, malgré certaines scolarités. Et là, je suis dans un cas où mon fils est déjà rentré. Et maintenant, comment vous faites? Scolariser votre fils maintenant? Je suis à la 3e école en ce moment, donc complètement déstabilisée. Pour avoir plus d'informations, nous avons contacté les deux ministères, la Solidarité nationale et l'Éducation, mais ces derniers n'ont pas donné de réponse. Malgré la circulaire interministérielle signée par les départements de l'Éducation nationale, de la Solidarité et de la Santé, garantissant le droit aux enfants autistes à une scolarité ordinaire, ces enfants n'ont toujours pas bénéficié d'une prise en charge optimale. Grosse difficulté, c'est celle des personnels qualifiés et en nombre suffisant. Donc nous n'avons pas de personnes qualifiées en nombre suffisant. Les enfants ont besoin d'un accompagnement éducatif, c'est incontournable. Ont besoin d'un accompagnement social, quelquefois c'est nécessaire.
Et ils peuvent avoir aussi besoin d'un accompagnement, même dans le domaine professionnel, ce pour lequel nous sommes en train de travailler dans notre comité national multisectoriel de l'autisme qui est en place depuis 2016. Jusque-là, seules quelques associations assurent une prise en charge des enfants autistes en se basant sur un programme adapté qui se résume à les dépister, ensuite les intégrer dans des classes ordinaires. On fait de l'évaluation. Après, on fait de la prise en charge thérapeutique. Donc, la prise en charge thérapeutique, elle est selon les méthodes très récentes qui se basent à la stimulation cérébrale. Donc, on fait de la stimulation cérébrale à travers les sens. On fait des e-thérapies, c'est-à-dire on fait de l'apprentissage à travers les e-thérapies pour les enfants qui ont dépassé les 8 ans. Donc, c'est un travail pluridisciplinaire. Un travail qui, cependant, a besoin d'encouragement et d'aide financière, car la majorité des associations disposent d'un budget réduit. Il nous faut, certes, une équipe pluridisciplinaire, mais aussi il nous faut des moyens. Parce que avoir un auxiliaire et un travail individuel durant toute la journée avec un enfant, c'est vrai, certes, c'est-à-dire on obtient des résultats. Et je défie quiconque pour avoir un résultat à travers cette méthode de prise en charge. Mais il faut vraiment des moyens. Ils sont 80 000 enfants autistes à avoir été recensés en 2019. Seulement 4 000 d'entre eux ont été pris en charge par les différents centres. Une situation qui a nécessité l'élaboration d'un plan national visant à prendre les enfants autistes d'une manière complémentaire sur le plan thérapeutique et psychologique. Voilà pour le constat. Et pour en parler ce soir, je reçois le professeur Chekali Mohamed. Vous êtes psychiatre donc, de métier, vous êtes sous-directeur chargé de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ô combien important. C'est moi, M. Demirel, qui vous remercie beaucoup d'accorder de l'importance à ce sujet effectivement très préoccupant. Alors, on vient d'écouter les parents des enfants autistes qui lancent un cri de détresse, on les comprend, voir leurs enfants un peu exclus du système éducatif, parfois même des systèmes de formation professionnelle pour beaucoup des enfants autistes qui avancent un peu dans l'âge. Vous comprenez ce constat, cette douleur que ressentent les parents aujourd'hui face à ce... Ils se sentent un peu délaissés. Vous êtes d'accord? Absolument. J'entends très bien tout ce cri de détresse régulièrement depuis des mois et des années. Et je m'affaire avec, dans mon département, d'abord au niveau de la santé, mais aussi au niveau des autres départements impliqués, notamment celui de l'éducation et de la solidarité, mais aussi un peu moins au niveau de la formation professionnelle, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des difficultés réglementaires qui permettent de prendre en charge les malentendants, les non-voyants, mais pas les autistes. Voilà, pas les autistes. Pour l'instant, les textes doivent évoluer. Donc on travaille sur ça. On parlait justement il y a un instant dans le sujet de notre consoeur Salim Ben Saïdi de cette circulaire qui implique les 3 départements. Cette circulaire interministérielle, la solidarité, la santé et l'éducation. On a l'impression qu'une circulaire existe, mais au niveau de l'application, il n'y a pas peut-être le suivi qu'il faut. Le suivi se fait en fonction des moyens. Oui. Parce que les difficultés sont là à cause du nombre. Il y a un nombre exponentiel dans le monde entier, dans notre pays aussi, de situations. Ça s'explique un peu par les gènes, par aussi la prématurité, les problèmes neurodéveloppementaux. Maintenant, les enfants très prématurés arrivent à survivre, mais avec toutes les conséquences de la prématurité. Donc il y a des raisons qui font que le nombre est en train d'augmenter, pendant que les moyens de prise en charge ne suivent pas pour des raisons objectives. La raison principale est celle de la formation. La formation demande un temps incompressible. Oui. Il faut 2, 3, il faut 11 ans pour former un pédopsychiatre. 11 années. 11 années pour former après le bac. Oui. Donc c'est des temps incompressibles. En plus, dans nos cursus initiaux de formation des médecins, des psychologues, cette question n'était pas inclue. Elle est toujours là, comme il faut dans les programmes initiaux. Donc il faut faire appel à des programmes de formation complémentaires. Oui. Ce que je voulais dire cette année, on est au début de l'année,
D'abord, je forme mes vœux à tous les enfants autistes et à leur Mais on salue leurs parents aussi. Et cette année commence sur d'excellents auspices, parce que nous donnons justement ces 3 mois jusqu'au 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nous tenons à la célébrer cette année avec un produit. Avec du concret. Avec du concret, c'est probablement le plan. Sinon, la première ossature d'un plan national. On est en train de parler de la promotion de ce plan qu'on attend depuis très longtemps. Les parents sont en train de parler de ce plan. Il a peiné à voir le jour. Est-ce que ces mois, vous pensez que réellement il va pouvoir être dévoilé? Est-ce qu'il permettra de répondre à toutes les questions, à toutes les préoccupations de ses parents et de leurs enfants, bien sûr? Je comprends très bien l'impatience des parents. Mais il faut absolument qu'ils comprennent qu'une stratégie pareille, surtout dans la multisectorialité, ne pourra pas se faire en 1 an ou 2 ans. Nous sommes depuis 2-3 ans sur ce sujet. Des pays sont depuis 20 ans, 30 ans sur des stratégies qui ont été remises en cause 3 ou 4 fois. Nous connaissons très bien des pays qui sont à leur 4e plan national de l'autisme, qui est réajusté et qui à chaque fois rencontre des défis et de grosses difficultés. Donc c'est une problématique mondiale. Dans notre pays, je peux témoigner que des professionnels reçoivent des enfants autistes par centaines, certains services par milliers. Et nous avons 6 services hospitalo-universitaires dans notre pays. Nous avons 19 pays, 19 services. Vous êtes d'accord avec moi que c'est assez peu pour prendre en charge peut-être le nombre assez important d'enfants? Oui. Cette prise en charge, elle est multisectorielle et c'est peut-être la difficulté. Peut-être qu'il faut impliquer les autres secteurs aussi. Il faut absolument une coordination. Et nous avons un comité national multisectoriel qui travaille ensemble avec les associations, parce que les associations sont un élément incontournable de... Mais ils sont présents, hein, ils sont présents. Ils sont très présents. Oui. Je peux parler d'une association à Saïda, où il n'y a rien. Il n'y a que l'association. Elle fait un travail merveilleux. Je donne ça comme exemple parce que je l'ai vu. Donc l'association, quand elle est dos au mur, elle fait aussi des choses merveilleuses. Donc nous avons des associations puissantes qui font ce qu'elles peuvent et qui maintenant qu'elles sont avec nous, les associations... Elles vous accompagnent. Elles comprennent mieux que les parents peut-être. Parce que les parents, ils sont face à des difficultés, on les comprend parfaitement et on fait tout pour satisfaire leurs demandes. Mais ça ne sera pas ni en 1 an ni en 2 ans, je ne vous mentirai pas. Il y a une stratégie à construire. Mais il faut déjà commencer par d'abord dévoiler ce plan dont on parle tant, ce plan qui concerne la prise en charge de l'autisme en Algérie, qui, on espère, verra le jour d'ici le 2 avril. Ce plan n'existe pas encore, monsieur Bedel. Il n'existe pas encore, mais on essaye de voir peut-être au moins une première étape. La première mouture sera livrée le 2 avril, Inch'Allah. Très bien. 2 avril 2021. Le message est passé. Les parents nous regardent ce soir, on les salue, on leur souhaite du courage avec leurs enfants et on espère que cette situation évoluera très vite. Cet appel, ce cri de détresse qui a été lancé donc ce soir en direction du gouvernement, entendra, bien sûr, aura peut-être cette réponse prochainement d'ici le 2 avril. Monsieur Mohamed Chakali, professeur en psychiatrie, vous êtes sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là parmi nous. Vous représentez le secteur de la santé. On espère avoir les autres secteurs qui vont réagir autant que vous, peut-être plus que vous. Et c'est tout l'espoir qu'on souhaite pour tous ces enfants autistes qui sont en Algérie, bien sûr, et qu'on les salue encore une fois. Merci à vous. Alors, pour terminer ce journal, le bilan de la Covid-19, pour vous donner les chiffres du jour, 219 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé bien sûr, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djamel Fourar. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve dimanche. Au revoir.